Merci Jean-Michel pour tes mots. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc je vais essayer, je ne vais pas parler de l'aéroport de Nice spécifiquement, mais plutôt parler de ce à quoi l'ensemble des aéroports européens sont confrontés au travers d'exemples sur l'aéroport de Nice. Mais la vocation de cette présentation ce soir, c'est de vous dire un peu quels sont les enjeux qui sont devant nous. Et vous verrez que les aéroports sont un des maillons d'une chaîne plus globale qui comporte à la fois les compagnies aériennes, évidemment l'aviation civile, plein d'acteurs, les riverains des aéroports, pour faire en sorte de relever tous les défis. Alors peut-être, avant de rentrer dans le détail, fixer un peu le cadre, puisque l'aérien est au centre de beaucoup, à la fois d'enjeux et d'engagements. Bon, il y a d'abord un horizon fixé par la COP 21 à l'ensemble du monde économique, à l'ensemble des acteurs industriels qui émettent, et toute vie et toute activité humaine émet. Simplement, l'aérien, dans cette démarche d'engagement de réduction des émissions de CO2, a pris un engagement à l'échelle mondiale de viser la neutralité carbone. C'est un enjeu colossal pour notre secteur, et on va y revenir. Et l'Europe a fixé un objectif intermédiaire au niveau européen qui s'appelle Fit for 55, donc un engagement à horizon 2030 d'au moins 55% de réduction des émissions nettes pour faire en sorte que la courbe sur laquelle l'ensemble des acteurs se sont engagés, on n'attende pas la fin 2050 pour y arriver, mais qu'il y ait suffisamment d'actions au début pour engager cette démarche de réduction des émissions. Alors, derrière ces objectifs, il y a un cadre réglementaire qui s'impose à tous les acteurs. Donc, je l'ai précisé dans cette présentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'en Europe et en France, on aime les réglementations, on aime légiférer. Il y a beaucoup de règlements qui concernent plusieurs secteurs. Les principaux, je les décris dans cette présentation. Il y a d'abord le règlement Refuel EU Aviation qui fixe un certain nombre d'engagements d'incorporation de carburants dits durables dans le carburant général. Alors, c'est un règlement très volontaire, mais ce qu'on peut dire, et on verra derrière, il faut derrière que les producteurs soient capables de fournir, et c'est ça la vraie question. Derrière, il y a la révision de la directive ETS de l'aviation qui impose que le pollueur paye, et donc qui impose au secteur de l'aérien de nouvelles taxes visant à financer derrière des plans d'action. Il y a le règlement AFIR qui vise justement en cohérence avec le Refuel EU à donner des objectifs de déploiement d'infrastructures de distribution de carburant, je dis bien de distribution, pas forcément de production. Et puis, il y a la révision de la directive sur la taxation de l'énergie, qui est toujours en cours de discussion pour faire évoluer un peu le cadre réglementaire. Et puis, au-delà de ce cadre européen, la France a dans les années passées, au travers de la loi climat et résilience, mis un certain nombre d'actions complémentaires. C'est assez connu, l'interdiction des vols intérieurs dès lors qu'un transport par train direct de moins de 2h30 est présent. Une interdiction de créer de nouveaux aéroports ou d'agrandir les aéroports dès lors que ces travaux-là visent à une augmentation nette des émissions. Beaucoup de sujets autour de ça. C'est quand même une réglementation très dure que la France est quasiment le seul pays européen à avoir pris et qui peut poser à terme beaucoup de sujets. Et puis une obligation fixée aux compagnies aériennes de compenser leurs émissions sur les vols intérieurs, créant de fait des contraintes aux compagnies françaises ou étrangères qui font du trafic domestique par rapport aux compagnies qui n'en font pas. Donc tout ça, c'est un cadre. Et globalement, l'ensemble des acteurs n'ont pas attendu ce cadre pour faire un certain nombre de choses. Et ce que je vais essayer de vous présenter ce soir tourne autour de 3 enjeux. D'abord, les défis environnementaux. On verra comment on traduit tout ce que je viens de vous dire
dans des engagements de réduction des émissions de CO2. Mais derrière ça, il faut qu'on puisse faire notre métier, de permettre à nos territoires d'être toujours mieux connectés, parce que le besoin est là, et j'y reviendrai. Comment demain on arrive à continuer de se développer et d'améliorer la qualité de service. Et puis comment on concilie croissance, rentabilité et respect des engagements qui sont les nôtres. Et c'est tout le poids du cadre réglementaire qui doit être regardé et qui pose aujourd'hui question. Alors, regardons déjà la première partie, qui sont les défis environnementaux. Le premier défi, c'est celui de la décarbonation de notre secteur. Et pour ce faire, comme tout acteur européen, on doit établir une feuille de route de décarbonation à horizon 2050. Je ne sais pas si tout le monde ici est bien au fait de comment on calcule nos émissions de CO2, mais en fait, il y a 3 cadres qui sont fixés. Il y a d'abord ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est les émissions qui sont sous la responsabilité de l'acteur qui est en train de présenter son plan. Donc, si je parle en tant qu'aéroport, c'est tout ce que je produis et qui émet pour faire fonctionner un aéroport dans le cadre de ses fonctions propres. C'est par exemple le chauffage et la climatisation de mes infrastructures. C'est quand je construis ou je fais des travaux, je compte les émissions de CO2 pour réaliser mon plan de maintenance, mes travaux. C'est aussi toutes les émissions indirectes que je peux générer, comme par exemple quand un fournisseur me livre des produits ou des matériaux qui me sont nécessaires pour ma propre action, j'intègre dans mon calcul d'émissions ses propres émissions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Et puis il y a le scope 3. C'est en fait le calcul des émissions de nos parties prenantes. Donc sur un aéroport, qui sont nos parties prenantes? Il y a évidemment les compagnies aériennes, avec les avions qui émettent. Il y a toutes les entreprises qui travaillent pour le compte des compagnies aériennes au sol pendant le temps d'escale pour décharger et charger les bagages, débarquer et embarquer les passagers. Et puis, il y a tous les prestataires qui travaillent pour le compte des compagnies pour fournir les plateaux à bord ou les autres services nécessaires au processus d'escale. Tout ça, c'est ce qu'on appelle dans notre calcul à nous, aéroports, le scope 3. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les compagnies aériennes font leur propre calcul à elles de leurs émissions de CO2, elles ont exactement les mêmes scopes à respecter, sauf que les émissions ne sont pas dans les mêmes domaines. L'émission créée par l'avion en vol et au sol est dans le scope 1 et 2 des compagnies aériennes. Par contre, les émissions des aéroports sont dans le scope 3 des compagnies aériennes. Et donc, on voit bien que par ces calculs et par ce suivi, on embrasse bien l'ensemble des émissions directes, indirectes ou de nos parties prenantes. Mais dans les parties prenantes, il n'y a pas que les compagnies aériennes, il y a aussi nos clients passagers. Quand ils viennent prendre l'avion, par quel moyen de transport ils arrivent à l'aéroport? Est-ce qu'ils arrivent avec leur propre voiture? Ou est-ce qu'ils viennent par des transports en commun, carbonés ou décarbonés? Tout ça doit être intégré. Il est clair aujourd'hui que dans le scope 3 des aéroports ou dans le scope 1 ou 2 des compagnies aériennes, la part la plus importante des émissions reste évidemment les émissions avions, que ce soit lors de la croisière de l'avion, le cycle LTO ou les émissions que peut faire l'avion quand il roule au sol ou quand il est stationné sur son poste de stationnement. Par exemple, sur l'aéroport de Nice, l'avion, à la fois dans sa phase roulage au sol, stationnement et en vol, correspond à 96% des émissions du scope 3. À fin juin 2025, beaucoup d'aéroports, plusieurs en France, beaucoup en Europe, ont déjà dévoilé une feuille de route sur la neutralité carbone à horizon 2030. Et beaucoup d'entre eux, plus de 120, ont visé pour le scope 1 et 2, et c'est le cas de l'aéroport de Nice, une neutralité carbone à horizon 2030 pour le scope 1 et le scope 2, et je vais vous présenter un peu les choses.
Comme l'a dit Jean-Michel dans l'introduction, il nous faut une démarche homogène, cohérente, qui est capable de comparer et de certifier les démarches et les plans d'action qui sont réalisés par les aéroports. Et c'est au travers du plan Airport Carbon Accreditation, qui est un plan qui a d'abord été bâti au niveau européen et qui s'est exporté sur les autres continents, tellement il est arrivé à maturité, qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette démarche Airport Carbone, on peut non seulement comparer les plans d'action et les avancées que font les aéroports en Europe, mais j'ai envie de dire maintenant au niveau mondial. Et ce plan est un programme volontaire, il ne s'impose pas aux aéroports. Par contre, les aéroports sont bien conscients que s'ils n'engagent pas des plans d'action qui sont suivis et quelque part certifiés par ce plan d'action Airport Carbon Accreditation, ils ne seront pas en mesure de démontrer à leurs autorités de tutelle qu'ils s'inscrivent dans les plans d'action à horizon 2050. Donc ce plan d'action, il est volontaire, il est dans une démarche qui est homogène, cohérente et certifiée par des experts externes. C'est une méthode de calcul des émissions qui, encore une fois, est cohérente et qui a été basée sur plusieurs niveaux. Et à mesure que les aéroports arrivent à maturité dans ce domaine-là, eh bien, créent des niveaux qui permettent de montrer que les aéroports sont plus en avance que les autres dans cette démarche. Et il est vrai que jusqu'à il y a un an, le niveau le plus élevé était le 4+, et que dès lors qu'un aéroport est capable de démontrer qu'il a une feuille de route concrète qui lie son développement, y compris sur le scope 3, avec ses parties prenantes, alors il peut être labellisé niveau 5 pour réduire ses émissions. Et 28 aéroports à ce jour dans le monde ont obtenu ce niveau 5, dont l'aéroport de Nice. Il y en a 3 en France, et on est très fiers de ça. C'est un travail collectif des équipes avec les parties prenantes qui a permis de démontrer que notre plan d'action est non seulement engageant, mais qu'il est auditable, qu'il est certifié et qu'il sera suivi dans la durée. Alors, Aéroport de la Côte d'Azur a été précurseur. Pourquoi ? Parce qu'on est un aéroport de centre-ville, on est sur un territoire qui est entre terre et mer, entre montagne et mer, et on a pris l'engagement vis-à-vis à la fois de nos autorités, qu'elles soient locales, territoriales ou nationales, que ce soit vis-à-vis de nos actionnaires ou vis-à-vis des parties prenantes comme nos riverains, de vouloir être toujours l'aéroport qui essaye d'être en avance dans ce domaine-là et qui essaye de montrer le chemin de la décarbonation. Pourquoi ? Parce que sur Nice, quand vous ne connaissez pas Nice, et moi, comme l'a dit très gentiment Jean-Michel, j'ai passé 30 années de mon temps sur Paris, je n'avais pas conscience de la difficulté quand vous êtes en région, quasiment le plus loin de Paris, combien la mobilité était une vraie question pour les Azuréens, pour les entreprises azuréennes, ou celles du nord de l'Italie, ou celles qui sont installées dans le Var, et qui n'ont des fois pas d'autres moyens que le transport aérien pour pouvoir aller rencontrer leurs clients, ou leurs usines de production, ou simplement pour les Azuréens de pouvoir aller rencontrer leur famille. Et donc, il fallait absolument, pour avoir le support de l'ensemble des parties prenantes, montrer que oui, on était capable de développer l'aéroport, mais avec une certaine harmonie avec notre territoire, d'où cet engagement très tôt, depuis 2010, de vouloir démontrer qu'on pouvait non seulement développer l'aéroport, mais on pouvait aussi prendre des actions visant à réduire l'impact environnemental. Et l'obtention de ce niveau 5, non seulement impose des choses dans nos actions, dans nos décisions, dans nos plans d'investissement, mais est aussi très, j'ai envie de dire, engageant pour nos parties prenantes. On prend des engagements, y compris pour nos compagnies clientes, dans le cadre d'une certification qui est suivie par un organisme tiers et qui nous auditera tous les ans. Alors, pour atteindre ce niveau 5 de l'Airport Carbon Accreditation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà avoir démontré, c'est les niveaux précédents,
qu'on est capable d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2030 pour nos propres émissions, Scope 1 et Scope 2. Et ça, on l'a fait, on a été certifié pour ça, et au jour d'aujourd'hui, en 2025, nous avons réduit de plus de 90% nos émissions de CO2 sur nos 3 aéroports, que sont celui de Nice, celui de Cannes ou celui de Saint-Tropez. Alors, quand il nous reste plus que 5 à 10%, parce que c'est 90% en moyenne, plus de 90% sur tous les aéroports, mais certains sont à 95 et d'autres sont encore à 92 ou 93, bien, on sait très bien que le talon qui reste est le plus compliqué. Et donc, il faut pouvoir trouver des solutions pour ce talon qui, certes, est atteignable ou qui ne l'est pas aujourd'hui pour la technologie. Je donne souvent un exemple, c'est le camion de pompiers sur les aéroports. On a une obligation de secours sur un aéroport, si jamais l'avion a un problème, pour protéger à la fois l'avion, ses passagers et les équipages, il faut que des pompiers interviennent en moins de 2 minutes partout sur l'aéroport. Ces camions de pompiers aujourd'hui, il n'y a pas de technologie éprouvée, certifiée, tout électrique. C'est sûr que faire intervenir des pompiers sur un incendie avec des batteries dans un camion, ça peut apparaître aujourd'hui comme une mission suicide. Donc on ne le fait pas et il n'existe pas de produit. Donc on sait qu'il y a des technologies, des carburants qui sont moins émissifs qu'on peut mettre dans nos camions de pompiers, mais il y a un talon qui n'est pas possible. Et pour ce faire, en attendant que la technologie avance, et je suis convaincu qu'on trouvera dans les prochaines années des solutions pour avoir des camions de pompiers qui seront zéro émission, en attendant, il faut trouver des alternatives visant à absorber ce talon qui n'est pas possible. Et donc, on a été aéroport leader dans un accord signé avec les communes environnantes de l'aéroport de Nice. Vous savez qu'on est sur une terre qui peut être de temps en temps victime d'incendies. Il y a des communes qui n'ont plus l'argent pour pouvoir réinvestir dans le reboisement de collines qui ont brûlé. Eh bien, c'est l'aéroport qui finance le reboisement de ces forêts et l'entretien sur 30 ans de ces forêts qui créent finalement des puits de carbone à proximité de l'aéroport et qui permettent de compenser. Mais ce qu'on n'avait pas vu nous-mêmes quand on s'est pris ces engagements-là, c'est qu'il peut y avoir par moments des phénomènes techniques qui vous posent des soucis. On verra un peu plus tard, mais dans les systèmes de climatisation, si vous avez une fuite de gaz qui font fonctionner vos systèmes de climatisation, même si, encore une fois, ces systèmes fonctionnent avec de l'électricité propre, ces gaz sont émissifs, et donc on les compte si jamais on a un problème technique. Et donc, ces quelques pourcents qui nous restent à gagner, il faut aussi qu'on les gagne en cas de panne et en cas de fuite. Donc, c'est tout un plan d'action qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir maîtriser tout ça. Et donc, toutes les équipes de l'aéroport sont engagées. On a des indicateurs, des compteurs. Et donc, quand on a un incident technique qui peut émettre un gaz dans l'atmosphère qui est polluant, eh bien, il y a une analyse qui est faite et toutes les équipes techniques sont au courant. Cette feuille de route, pour arriver au niveau 5, elle a nécessité le troisième élément très fort, c'est de travailler avec nos compagnies clientes pour voir comment, peu importe le développement de l'activité sur l'aéroport, on était capable de s'engager sur une réduction des émissions de CO2 en intégrant le scope 3, et donc en intégrant les émissions des avions. Ça passe par les partager avec les compagnies aériennes les plans de renouvellement de flotte, d'intégration des biocarburants dans leur flotte et d'intégrer dans notre scope 3 leur propre plan d'action. Donc j'en parlais rapidement et un peu en avance de phase, mais sur le scope 1 et le scope 2, on sait qu'on n'augmentera plus nos émissions et on sait qu'on continuera de réduire. Et on a quelques sujets de préoccupation qu'on ne pensait pas initialement et sur lesquels nous travaillons. Parce que, encore une fois, chaque kilo de gaz qui peut être émis non volontairement suite à un problème technique compte aujourd'hui. Et donc, quand vous avez des gaz qui ont un pouvoir très fort de réchauffement global, même si c'est quelques kilos de gaz qui sont émis suite à une panne technique, eh bien, il faut qu'on les compte et donc il faut qu'on les change. Et on a un certain nombre de plans d'action pour avoir des gaz beaucoup moins émissifs et beaucoup moins dommageables pour l'atmosphère. Et puis, je le disais, il faut trouver dans les prochaines années des
technologies qui nous permettront, même pour les véhicules aujourd'hui qui ne sont pas complètement décarbonés, à réduire. Et on a des nouveaux carburants qui peuvent constituer des solutions transitoires en attendant de trouver des véhicules complètement électriques. Les capacités d'absorption, j'en ai parlé. Et puis, l'encadrement des réductions des émissions de Scope 3, eh bien, il y a un travail qui est fait avec nos compagnies aériennes. Et puis, il y a aussi la capacité à travailler avec les compagnies aériennes à des incentives, à réduire, par exemple, le poids des taxes, si elles sont capables de mettre des avions de nouvelles technologies qui sont moins émissifs que les anciens. Là où le bas blesse, c'est que autant l'Europe, la France, comme toujours, sont capables d'émettre des règlements qu'il faut suivre, autant il n'y a pas de financement associé. Et on verra que non seulement il n'y a pas de financement associé, et il faut que ce soit les aéroports qui financent eux-mêmes leur transition écologique, eh bien, il y a en plus des taxes parce qu'on est émissif, mais qui ne permettent pas de récupérer ce produit de cette taxe pour financer des projets très coûteux visant à réduire nos propres émissions de CO2. Donc ça, c'est le plan d'action sur la première partie, la réduction des émissions de CO2. Le deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'on fait face à un changement climatique et la Côte d'Azur, comme toutes les parties de notre pays, sont touchées par ces changements climatiques. On sait qu'il impacte d'ores et déjà nos territoires. On a eu des tempêtes, hélas, très dures, la tempête Alex en 2020, qui ont beaucoup touché l'arrière-pays niçois. Beaucoup de gens ont perdu leur maison. Des routes ont été coupées, des ponts ont été emportés, et tout ça a un coût pour la collectivité. Et donc on sait aujourd'hui que si on ne fait pas attention à tout ça, on peut être touché par le changement climatique. On sait aussi que plus la température moyenne va monter, plus ces effets seront importants. Et donc, en fonction de l'évolution des températures moyennes, en fonction de la force des événements et de leur fréquence qui nous touchent, on sait que nos infrastructures devront être adaptées. Et l'aéroport de Nice est un aéroport côtier qui se situe à 5 mètres d'altitude par rapport à la mer Méditerranée. On sait qu'on doit faire très attention, non pas au risque d'être englouti par la mer, parce que ce risque est hélas pas celui auquel on se prépare, mais on sait que des phénomènes de houle, des phénomènes de tempête vont être plus fréquents, plus importants et vont impacter l'infrastructure aéronautique. Donc on s'est posé beaucoup de questions, et je sais que tous les aéroports font ce travail, sur quels seront les impacts sur notre différentes zones d'infrastructure, que ce soit les pistes, les voies de circulation des véhicules, les postes de stationnement, les terminaux, du changement climatique. Ça peut être la chaleur plus intense l'été, qui peut avoir un impact sur le revêtement des pistes, le revêtement des postes de stationnement avion. On sait que quand la température s'élève, l'infrastructure aéronautique souffre, devient plus malléable, moins dure. Et donc, comme les avions sont lourds, ça a tendance à maltraiter l'infrastructure aéronautique. Nos terminaux aujourd'hui sont chauffés et climatisés. Il fait de plus en plus chaud l'été. Doit-on plus climatiser? Si on climatise plus, comment on produit cette climatisation? Tout ça rejoint le scope 1 et le scope 2 et faire en sorte d'avoir aujourd'hui une énergie qui est propre pour produire notre chauffage et notre climatisation pour éviter de toujours émettre plus. C'est aussi l'impact de la chaleur sur la disponibilité de l'eau ou même de l'électricité dans un territoire enclavé comme celui de la Côte d'Azur, où quand vous pouvez avoir des phénomènes très durs, eh bien les coupures électriques sont possibles. Puis enfin, vous avez des phénomènes météo plus durs à un instant donné qui peuvent avoir un impact sur votre infrastructure, soit parce que l'activité doit s'arrêter, soit parce que vous avez des phénomènes de pluie intenses qui viennent inonder votre infrastructure. Comment vous vous protégez face à tout ça? Donc tout ça
a fait l'objet d'une analyse, de plans d'action. Pour un aéroport comme celui de Nice, qui fait face à une côte avec la Méditerranée, on a par exemple simulé des effets de houle centenale de façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, fréquente que ce que les personnes qui m'ont précédé avaient simulé, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on risque de faire face à des phénomènes plus fréquents et plus intenses. Donc, le changement des précipitations, le changement des températures, la hausse du niveau de la mer, les vents qui peuvent aussi évoluer. On sait qu'aujourd'hui, les pistes sont configurées et sont construites pour être toujours face au vent, avec des vents dominants. On voit de plus en plus des phénomènes de vents cisaillants ou de vents traversiers plus intenses que ce qu'on peut avoir. Et puis des phénomènes extrêmes d'orage, de perturbations qui peuvent avoir un impact. Tout ça a fait l'objet d'études et d'études d'impact sur l'aéroport pour voir à quoi nous devions faire face et quel type de plan d'action nous devons mettre en œuvre pour faire en sorte, derrière, de faire face, soit à la continuité de nos opérations, soit aux enjeux de continuité de service pour répondre aux enjeux de l'État en cas de catastrophe naturelle. Il se trouve que la Côte d'Azur est assez connue pour pouvoir concentrer plusieurs risques naturels, tremblements de terre, risques, encore une fois, de hausse et de tempêtes qui peuvent amener des tsunamis ou autres. Et donc tout ça doit faire l'objet d'analyse parce que l'infrastructure aéronautique est et demeure une infrastructure nécessaire en cas de crise. Je fais un rappel quand même 2 minutes, mais quand on a eu la tempête Alex qui a touché l'arrière-pays niçois, en 2020, l'aéroport de Nice est devenu une base arrière où l'ensemble des secours qui ont été mobilisés par l'État français, par l'ensemble des grandes entreprises comme EDF et Enedis, pour aller porter secours aux personnes qui étaient bloquées dans l'arrière-pays, tout ça s'est fait depuis l'aéroport de Nice, où on a organisé un pont aérien avec des hélicoptères qui sont venus dès les premières heures en secours des populations. Donc on peut ne pas être seulement victime de ces phénomènes-là, mais on a aussi le besoin d'être réactif et de servir de base arrière en cas de crise majeure touchant le territoire. Donc tout ça a fait l'objet d'analyses et fait l'objet de plans d'action, soit en matière d'investissement, comment on se prémunit contre le vieillissement accéléré des chaussées aéronautiques, comment on construit demain des infrastructures plus résilientes face aux conditions météo et aux conditions de température futures, et puis quel impact les dommages et les perturbations plus fréquentes peuvent avoir et sur les besoins d'investir en matière de grosse maintenance plus fréquente. On a aussi des risques d'impact sur nos charges d'exploitation. C'est comment on est capable de faire face demain à des journées qui sont plus intenses, au fait que les coûts liés à l'achat d'eau ou d'énergie sont demain plus coûteux qu'ils ne le sont aujourd'hui, et évidemment des coûts de réparation et de maintenance plus élevés. Et puis un impact aussi sur les revenus, je le disais tout à l'heure, mais quand vous faites face à des phénomènes météo plus intenses, vous risquez des ruptures dans l'exploitation, voire des ruptures longues sur l'exploitation. Si vous perdez une piste, vous ne pouvez plus l'utiliser le temps de la réhabiliter. Et bien, tout ça doit faire l'objet d'une analyse et ça peut avoir des conséquences en matière de revenus. Tout ça, on ne le fait pas uniquement parce qu'on est convaincu qu'il faut le faire. C'est que de plus en plus, quand vous allez chercher des prêts et des financements pour investir, les organes financiers vous demandent soit vos engagements dans ces domaines-là, et les organismes de cotation financière vous jugent sur vos plans d'action qui ne sont pas uniquement des plans d'action financiers, sur votre performance économique, mais aussi sur votre capacité à montrer votre engagement à la fois environnemental et sur votre capacité à être plus résilient demain face au changement climatique. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre ces plans d'action au sérieux, parce que sinon, si on ne fait pas ce travail-là, non seulement on se met en opposition avec les obligations qui sont les nôtres, mais on risque d'être mis au banc
vis-à-vis des organismes financiers sur la recherche des financements à venir. Ces défis, ils sont nombreux et donc ils nécessitent beaucoup d'engagement. Il faut d'abord faire un état des lieux, établir des plans d'action sur des durées plus ou moins longues. On a fixé sur l'aéroport de Nice un engagement à 2040-2050 avec qu'est-ce qu'il faut prévoir et puis un horizon plus long à 2100 parce qu'on sait que derrière, en fonction des hypothèses d'évolution du climat, des conséquences plus importantes peuvent arriver, et donc il faut aussi s'y préparer. Mais il y a aussi des plans d'action plus court terme, comme la sobriété. Il ne faut pas attendre de ne plus avoir d'eau pour commencer à se poser des questions, comment l'économiser. Donc tout ça a été lancé. Et puis je le disais aussi, un aéroport a besoin de planifier ses investissements. Il ne peut pas juste faire face comme ça à un phénomène sans l'avoir anticipé. Et on a quelques exemples pour Nice. C'est comment on fait évoluer notre protection et nos digues maritimes pour faire face à des phénomènes qui n'étaient pas prévus initialement compte tenu du changement climatique. Donc ceci pour répondre aux premiers enjeux. Et maintenant, comment on répond au défi de la capacité au développement et à la qualité de service? Je disais, la réglementation française impose aujourd'hui de ne pas construire de nouveaux aéroports. Et si on construit de nouvelles infrastructures, il faut démontrer d'abord qu'on n'artificialise pas les sols, et deuxièmement, que même si on augmente la capacité de l'aéroport, on n'augmentera pas nos émissions de CO2. Et donc, c'est un exemple, mais l'aéroport de Nice s'est lancé il y a quelques années dans une extension de bâtiments. C'est ce qu'on va ouvrir au mois de mars de l'année 2026. Donc on a démontré à l'État, pour obtenir notre permis de construire, qu'on répondait bien à la réglementation et aux enjeux qui nous étaient fixés. Évidemment, on n'a pas réussi à convaincre tout le monde, et en particulier pas nos opposants. Et donc on a eu beaucoup de discussions dans les tribunaux pour faire valoir notre action et faire valoir qu'on avait intégré tous les enjeux dans nos projets. Mais c'est une nécessité, parce que si on n'est pas capable d'adapter nos infrastructures, on n'est pas capable de répondre aux enjeux du territoire, qui est de toujours mieux accueillir nos clients. Je prends souvent un exemple. Un aéroport, c'est un peu comme une mairie. Ce n'est pas le maire et son conseil municipal qui déterminent le nombre d'enfants qu'il va avoir dans son école. Par contre, le maire, il doit prévoir suffisamment de places dans ses écoles pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ses futurs élèves. Nous, c'est un peu pareil. Ce n'est pas l'aéroport qui génère les passagers. Il faut juste que nous soyons en mesure de les accueillir. Les passagers, ils sont avant tout générés par eux-mêmes. C'est eux qui ont envie soit de partir de l'aéroport, soit de venir sur l'aéroport pour venir visiter le territoire. Et donc notre enjeu à nous, c'est de nous adapter. On sait qu'en plus, dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, ce qu'on peut souhaiter localement n'est pas forcément ce qui se passe dans le monde, et qu'à mesure que le trafic aérien se développe dans le monde, et on voit que dans le panel des aéroports, la plupart des aéroports ont recouvré le trafic de 2019, plus ou moins en France, peut-être moins que d'autres en Europe, mais il faut faire face à une croissance qui, si elle n'est pas, encore une fois, le produit uniquement de la dynamique d'un territoire, est bien présente un peu partout. Et donc, il faut qu'on puisse continuer de s'adapter. Donc, on a des capacités qui sont contraintes. On avait sur Nice une tension très forte sur les ressources. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable d'accueillir théoriquement 14 millions de passagers à l'aéroport de Nice, et que l'année dernière, nous en avons accueilli 14,8 millions. Et que cette année, dans les mêmes capacités, on va dépasser très certainement les 15 millions. Donc c'est une nécessité pour nous de remédier à la congestion de nos infrastructures pour faire en sorte de mieux accueillir nos clients. Dernier défi important pour nos aéroports, c'est celui de la rentabilité et de la croissance. Je vous en ai parlé,
on a beaucoup d'investissements à faire pour répondre aux enjeux de décarbonation. Il nous faut accueillir les carburants durables pour permettre aux compagnies aériennes de disposer dans leurs avions des carburants décarbonés, enfin des carburants qui ne sont pas produits à partir de pétrole. Nous avons la nécessité de traquer partout où c'est possible nos propres émissions de CO2. On a la nécessité de développer nos propres énergies renouvelables. Les aéroports ont souvent beaucoup de surface, beaucoup de bâtiments, et dans des régions comme ici à Toulouse ou à Nice, où le soleil est majoritaire, il nous faut développer ces énergies renouvelables qui ne sont pas des énergies qui produiront uniquement pour l'aéroport, mais qui produiront aussi pour le territoire. Je prends l'exemple de l'aéroport de Saint-Tropez. C'est un tout petit aéroport avec peu de consommation électrique. On a par contre pas mal d'hectares de terrain, et donc on va construire une ferme solaire qui va permettre de produire de l'électricité moins chère pour les villes qui sont à côté de l'aéroport. Donc tout ça, c'est des enjeux de décarbonation, mais c'est aussi des enjeux de production d'énergie pour le territoire. On a des enjeux d'adaptation au changement climatique, je vous en ai parlé, qui nécessitent des investissements sur le long terme, et ça nécessite de dégager des moyens pour pouvoir investir. Et puis, on a des enjeux d'optimisation de nos infrastructures, de développement de ces dernières, pour accueillir toujours mieux nos clients et être capable d'accueillir le trafic qui va se présenter sur nos aéroports. Et les aéroports, aujourd'hui, ne bénéficient pas de subventions pour pouvoir fonctionner, en tout cas pas les grands aéroports régionaux comme celui de Toulouse, celui de Nice. Et donc, il faut absolument qu'on trouve un équilibre économique pour pouvoir développer nos activités. On a en plus une réglementation qui n'est pas immobile, qui n'arrête pas de changer, n'arrête pas d'évoluer. On a, j'en ai parlé, la capacité, l'obligation d'adapter nos infrastructures pour pouvoir accueillir le Sustainable Air Fuel, donc le carburant aérien qui est moins émissif. On a tout un travail à faire sur la maîtrise des polluants éternels qui, comme toute ville, doit être suivi aujourd'hui au niveau réglementaire. Et puis, on a une obligation réglementaire européenne qui vise à interdire tout produit qui intègre dans sa composition des produits chimiques dits éternels, de pollution éternelle. Tout ça, on doit y faire face et on doit s'y préparer et on doit faire évoluer nos fonctionnements. Et puis, on est dans un pays qui aime taxer. Voilà. Je pense que tout le monde l'a entendu avec tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale et maintenant au Sénat, autour du budget. On est un pays qui n'arrête pas d'augmenter la taxe, soit la taxe sur les billets d'avion, qui touche encore plus majoritairement le trafic domestique, parce que quand vous faites un Toulouse-Paris ou un Nice-Paris, vous payez cette taxe sur les billets d'avion sur les deux trajets, donc et à l'aller et au retour, qui pèse sur le prix du billet. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la position concurrentielle des aéroports français se dégrade et continue de se dégrader. Quand vous regardez aujourd'hui le développement de l'aérien en Europe, vous voyez qu'il y a les pays du sud européens comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui sont en train de se développer de façon beaucoup plus dynamique qu'en France. Alors on peut se dire tant mieux pour eux, tant pis pour nous, ou tant mieux pour nous, puisque ça veut dire moins d'avions. Mais encore une fois, l'activité aéroportuaire, elle n'est pas faite pour le seul bien de l'aéroport. Elle est faite pour irriguer son territoire, parce qu'à la fin des fins, ce sont des clients qui vont venir dépenser, qui vont venir visiter le territoire sur lequel sont les aéroports. Donc on voit qu'aujourd'hui, les aéroports français et les compagnies aériennes françaises qui exploitent depuis les aéroports français ou les compagnies étrangères qui exploitent sur les aéroports français sont en train de décrocher et les compagnies aériennes sont en train de repositionner les avions sur d'autres aéroports européens. Et puis comme ça ne suffit pas, l'État français a trouvé des nouvelles taxes à créer ou à augmenter qui pèsent non seulement sur la rentabilité, mais qui nous empêchent d'investir pour tous les plans d'action que je vous ai présentés. Et quand vous regardez ce qui se passe partout en Europe, on est les seuls en fait.
Et les aéroports ou les pays européens du nord de l'Europe qui avaient mis, il y a quelques années, cet axe-là, sont en train de revenir en arrière. Parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement c'était contre-productif, mais que ça avait détruit de la valeur sur leur propre territoire. Donc on est aujourd'hui face à un contexte de régulation et de taxation qui s'aggrave et qui ne permet pas aux aéroports de dégager les finances nécessaires pour se prémunir, pour se décarboner, et c'est vraiment problématique. Donc en conclusion, quand même, on reste motivé pour mettre en œuvre tous ces plans d'action. On fait face à des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour réduire notre empreinte environnementale, et l'ensemble de la chaîne que nous formons avec les compagnies aériennes et les différents acteurs sont motivés dans cette volonté de réduire l'empreinte environnementale, de préserver la biodiversité sur nos terrains, mais on doit le faire dans un contexte où il faut trouver des financements pour pouvoir engager toutes ces actions-là, et le poids de l'impôt s'accroît, coupant les aéroports de cette capacité d'investissement demain, alors même qu'on fait face à des plans d'action qui sont de plus en plus importants et de plus en plus coûteux. Mais malgré tout, nous allons relever ces défis-là. Comme toujours dans l'aviation, en fait, ce sont des passionnés. Ce n'est pas dans la patrie de l'aviation que je vais trahir ce message-là, et qu'on est aujourd'hui face à des enjeux très forts, mais que l'ensemble de la chaîne que nous formons avec les constructeurs, les motoristes, les compagnies aériennes, les assistants en escale, les aéroports, tout le monde est engagé dans cette démarche de trouver des solutions et de réduire ces émissions. Je pense qu'on a de mémoire, en tout cas assez longue maintenant, du secteur. Je n'ai jamais vu une telle dynamique s'engager pour faire en sorte de répondre à ces enjeux. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je suis à votre disposition pour toute question.